Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, dans ce numéro hors série, je reçois Noël Gestalder du site seremotiver.com qui va nous parler de transmission de savoir-faire sur des sujets de motivation et en particulier sur l'automotivation. Bonjour Noël et bienvenue. Bonjour Émilie. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement que tu te présentes. Quel est ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à développer cette activité sur les notions de motivation des entrepreneurs et des dirigeants? Mon parcours professionnel a été assez varié. Beaucoup de situations d'enseignement et de formation. J'ai travaillé aussi autour de l'informatique. Et j'ai été confronté assez vite à la notion de motivation, en particulier vis-à-vis des élèves, des apprenants, et vis-à-vis de moi aussi. Donc du coup, je suis naturellement intéressé par ce sujet. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de pouvoir traduire un MOOC sur la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie majeure de la motivation et du bien-être. Et ça m'a permis de comprendre de façon théorique ce que j'avais un petit peu deviné par intuition du point de vue pratique après la pratique d'enseignement. Donc à partir de là, j'ai voulu transmettre ce que j'avais compris et expérimenté sous forme de transmission de savoir-faire, sous forme de cours, de formation, d'ateliers, pour que ça puisse profiter à d'autres. Alors merci Noël pour cette présentation. Donc on va, vous l'avez compris, aborder dans cet épisode la notion de motivation. Mais pour qu'on puisse bien cadrer cet épisode de podcast, parce que la notion de motivation est effectivement essentielle pour un entrepreneur, est-ce que tu penses qu'il existe réellement une définition de la motivation et surtout, quelle est la tienne ? Alors, une définition de la motivation, non, parce que le concept est relativement flou et donc effectivement c'est nécessaire de savoir de quoi on parle. Dans le langage courant, on peut dire que la motivation, c'est ce qui pousse à agir, une espèce de pulsion, de force, d'envie qui donne envie d'agir. Par exemple, ce matin au réveil, je me sens motivé, j'ai envie d'agir. Mais ça, c'est parce que tu savais que tu allais enregistrer l'épisode du podcast. Ouais, mais c'est souvent au réveil, je suis assez motivé. On peut dire aussi que la motivation, c'est ce qui soutient une action. Donc c'est ce qui va non seulement la déclencher, mais qui va l'orienter vers une direction, qui soutient son intensité, sa persévérance jusqu'à l'aboutissement ou l'interruption d'une action, parce que l'action va s'inscrire dans le temps et il faut la soutenir jusqu'à la fin. Ça, c'est une définition assez classique. On peut dire aussi que la motivation, c'est les motivations d'une action, ses causes, ses raisons, ou bien ses objectifs, ses intérêts. Par exemple, si je vais faire les courses au supermarché, on peut appeler motivation les causes. Par exemple, j'ai plus rien dans mon placard. C'est une motivation. Ou les objectifs. Je voudrais faire un repas avec du riz basmati, par exemple. On peut voir aussi la motivation comme une envie, comme un désir, ou un manque d'envie ou un manque de désir pour agir, ou pour s'abstenir d'agir. Par exemple, je ne suis pas motivé pour aller voir tel client, ça peut vouloir dire que je n'ai pas l'envie particulière de le voir, mais ça peut dire aussi que j'ai l'envie de ne pas le voir. Bon, c'est assez flou en fait, mais ce qui est commun à tout ça, c'est qu'il y a toujours un lien entre le concept de motivation et le concept d'action. Alors, puisqu'il faut définir les choses, pour moi, la motivation, vis-à-vis d'une action à faire, je dirais qu'il y a plutôt un sentiment global de motivation. J'ai plutôt envie ou plutôt pas envie d'agir. Mais ce sentiment global de motivation, entre guillemets, peut être décortiqué en facteurs de motivation et facteurs de démotivation qui vont se combiner, qui vont se cumuler, qui vont s'ajouter les uns aux autres pour donner au final ce sentiment flou de motivation. Alors, pour expliquer ça, je vais prendre un exemple concret. Oui, s'il te plaît, parce que là, je comprends que ce soit flou et effectivement, on est sur une notion qui mérite un exemple concret, donc je te remercie. Alors, on imagine qu'on est samedi matin et que monsieur X, par exemple, qui est artisan électricien, doit faire sa compta. Ça, c'est l'action à faire. Et vis-à-vis de cette action, monsieur X a un sentiment global de pas trop envie, quoi. Pour pouvoir bien voir ce qu'il y a derrière cette motivation, ce sentiment flou de motivation, il réfléchit concrètement à ce qui va le démotiver, et voici ce qu'il peut le trouver. Premièrement, c'est fastidieux la compta. Deuxièmement, il a envie de faire autre chose, il a envie de se poser, il a bossé toute la semaine, et en plus il faut qu'il finisse ça, donc ça c'est pas drôle. Il y a les enfants aussi, il doit faire leurs devoirs à ses enfants. Donc ça, ce serait des facteurs de démotivation pour l'action faire sa compta. Et puis, ce qui contrebalance un peu ces pas envies, c'est
qu'est-ce qui le motive concrètement à faire sa compta? Il aime bien, à la fin de la semaine, avoir une idée de son résultat. Combien a-t-il gagné cette semaine? Un autre type de motivation, c'est que c'est obligatoire, c'est une obligation. Donc c'est pas forcément drôle, mais ça le pousse quand même. Donc la contrainte peut être une forme de motivation? C'est une force qui te pousse à agir, ouais. Alors c'est pas forcément une motivation drôle à vivre. C'est une raison. C'est une raison. Il y a aussi le fait que faire la compta, pour Monsieur X, ça lui donne l'impression de pouvoir vivre son rôle d'entrepreneur à fond. Ça lui donne une bonne image de lui, l'image de quelqu'un qui est capable de tout gérer sans avoir besoin de personne. Alors, c'est pas forcément un modèle à suivre, mais ça peut être une motivation aussi, une motivation par rapport à une fierté, par exemple. Et puis, il peut y avoir aussi une motivation sous forme de punition, c'est-à-dire s'il fait pas sa compta maintenant, il en aura davantage à faire la semaine prochaine. Ça va vite devenir ingérable. Donc tout ça, c'est des facteurs de motivation. Et quand on combine ces facteurs de motivation et de démotivation, ça donne ce sentiment global de... Dans ce cas-là particulier, de pas envie, mais ça pourrait aussi s'équilibrer différemment selon les personnes et ça pourrait finir par oui, je vais la faire, cette compta. Parce que finalement, la satisfaction de faire les choses, c'est aussi une source de motivation. Oui. Après l'action, on peut ressentir, on peut se contenter de l'après-action comme source de motivation. Oui, la satisfaction après une action, la satisfaction anticipée, c'est réellement une source de motivation. Donc pour en revenir à une définition de la motivation, pour moi, la motivation, c'est un sentiment global, un peu flou, d'envie ou de pas envie vis-à-vis d'une action. Et quand on commence à analyser ce sentiment global, on découvre des facteurs de motivation très concrets. Et précisément parce qu'ils sont concrets, on peut travailler dessus. On peut s'attacher à réduire l'intensité des facteurs de démotivation. On peut découvrir de nouveaux facteurs de motivation. C'est un peu le principe d'une balance à plateau en fait. D'un côté, on a les facteurs de démotivation qui ont un poids plus ou moins lourd. D'autre côté, un facteur de motivation qui ont des poids plus ou moins lourds. Et l'ensemble fait une sorte d'équilibre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour passer d'une démotivation à une motivation, il suffit de diminuer très légèrement le poids d'un des facteurs de démotivation. Et tout à coup, on peut faire brusquement changer le sentiment global de motivation du côté pas envie au côté ah oui, je vais le faire. Alors du coup, on a la main sur cette balance. Ouais, c'est ça. Du coup, on peut gérer sa motivation. On n'est pas obligé de subir. On peut être acteur de la transformation de sa propre motivation. Noël, est-ce que tu dirais que, à contrario, l'absence de motivation peut être un véritable frein? L'absence de motivation, ouais, la non-motivation. Oui, c'est un obstacle, ça c'est sûr. Disons que c'est un frein. C'est pas nécessairement un obstacle parce qu'on peut travailler aussi sur ça. Et la façon de travailler sur une non-motivation, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et en fait, on peut voir qu'il y a plein d'origines de non-motivation ou d'absence de motivation possible. Par exemple, quand on a une énergie motivationnelle faible, ça peut venir tout simplement de la fatigue. Il y a plus d'énergie, il y a trop de fatigue. Ça peut être aussi lié à un ressenti de non-compétence, de manque de compétence, de capacité. On se dit, de toute façon, j'y peux rien. Oui, c'est un peu de l'auto-sabotage, là. Oui, mais ça peut être une réalité. Oui. Ça peut être une réalité pour laquelle la réponse pertinente va être je suis pas compétent, je peux me former, ou je peux déléguer, ou on peut trouver des solutions. Mais tant qu'on reste au niveau du sentiment global de pas de motivation, tant qu'on n'a pas mis la main sur le doigt sur la raison, on peut pas faire grand chose. Par contre, quand on connaît la raison, on sait qu'on a des solutions. On peut les inventer soi-même, quoi. Une autre origine de non-motivation, c'est quand c'est la situation qui pose problème. De toute façon, personne n'y peut rien. Ou en tout cas, quand on a l'impression que cette situation est insoluble. Là encore, on peut trouver des solutions. Par exemple, discuter avec les autres pour voir si réellement la situation est insoluble ou pas, trouver des solutions, etc. Il y a aussi quand on ressent que l'action est pour soi inutile ou sans valeur, sans intérêt. De toute façon, ça sert à rien. Là, c'est pas forcément objectif, c'est vraiment en termes de... Est-ce que ça correspond à mes valeurs, par exemple, ou est-ce que ce que je fais est futile et inutile, quoi. Et puis, on peut avoir des impressions d'absence de motivation aussi quand l'énergie motivationnelle est forte. Par exemple, quand il y a trop de choses à gérer à la fois et que ça nous paralyse. Alors là, limite, on a l'énergie, mais on n'arrive pas à savoir comment l'exploiter et l'utiliser. Une impression d'absence de motivation, ça vient aussi... Tout à l'heure, j'ai parlé de facteurs de motivation et de démotivation. C'est quand on n'arrête pas de balancer dans sa tête entre « je voudrais bien, ce serait bien » et d'un autre côté, en même temps... Et tant que ça reste dans la tête, tant que c'est pas posé, analysé, travaillé, ça reste paralysant, c'est un véritable frein pour l'action. C'est une situation aussi à traiter. Une
Autre situation, ah oui, c'est quand on a plusieurs situations qu'on envisage et qu'on est d'accord avec aucune de ces situations. C'est quand toutes les solutions sont mauvaises. Et ça donne pas envie d'agir. Non, du tout. Et pourtant, quand on commence à travailler sérieusement sur les facteurs de motivation pour les transformer, il peut arriver qu'on se retrouve avec une bonne solution et une mauvaise solution, voire 2 bonnes solutions. Et là, c'est pas forcément plus facile pour le choix, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour le plaisir, quoi. On a 2 solutions à choisir, enfin 2 bonnes solutions à choisir, et ben on peut y aller, quoi. On sait que quoi qu'il arrive, l'une des 2 solutions est bonne. C'est ça. Donc, attends, pour revenir à la question, est-ce que l'absence de motivation est un frein? Oui, ça c'est sûr. Mais ça vaut le coup de bien comprendre d'où vient cette absence de motivation, parce que très souvent, le fait de le comprendre, c'est déjà commencer à trouver des solutions. Un bon point de départ pour résoudre ce frein-là. Quels sont les conseils que l'on peut donner à un entrepreneur qui se retrouve souvent dans le creux de la vague et qui, de ce fait, n'arrive plus à revenir à la surface, à retrouver une source de motivation? Alors, faut voir c'est quoi le creux de la vague. Oui, alors on va dire que voilà, j'ai une liste de tâches à faire, qu'elle s'allonge et que je n'arrive plus à trouver une bonne raison de me lancer corps et âme dans mon activité. D'accord. Alors, je dirais que déjà, il faut prendre conscience que la motivation, ça se gère, qu'il y a moyen de ne pas subir, donc d'agir dessus. Donc, prendre conscience déjà qu'on y peut quelque chose. Déjà, ça met en route. Après, l'idée, c'est d'analyser ce qui se passe en soi, s'introspecter sur ces motivations, et on va pouvoir découvrir des éléments qui vont confirmer l'action, qui vont réorienter l'action en fonction de la réalité. Et puis, ne pas rester seul. C'est pas juste une question de soutien humain. Ça en fait partie, mais pas seulement. Il y a plein d'accompagnateurs, de consultants, de coachs, d'aides humains qui vont pouvoir avoir un regard objectif sur la situation et qui pourront probablement avoir des idées que tout seul on n'aurait jamais eues. Et la prise en compte de ces nouvelles idées, la prise en compte de ces nouvelles opinions va changer aussi le rapport qu'on a par rapport à l'envie ou pas envie de faire cette chose particulière. Puis tu parlais de creux de la vague, il y a quand même un cas particulier qui arrive à peu près tout le monde dans le cours de son humanité, c'est quelque chose de très humain. C'est, tout le monde un jour ou l'autre est confronté à ses limites psychiques. Et là encore, il n'y a pas de honte à travailler sur soi, accompagné d'un professionnel de santé, alors c'est pas directement en termes de professionnel, d'entrepreneur, etc., mais pour pouvoir mieux vivre aussi cette dimension d'entreprise. Et ça a des répercussions sur toute la vie, en fait. Est-ce que tu dirais que parfois, se motiver, c'est justement d'un point de vue psychique, devoir se surpasser, aller au-delà de ses capacités psychiques ou parfois même physiques? Alors, non. Enfin, oui, on peut y aller à la dure comme ça, mais ça dure pas très longtemps. Ça tient pas dans la durée. Non, l'idée, c'est vraiment de se trouver en accord avec soi-même. Moi, quand je travaille personnellement sur des sujets de motivation, sur des sujets où concrètement je suis démotivé, mais pourtant concrètement j'ai vraiment envie, ou je me dis oui, il faut quand même le faire. Alors oui, je peux y aller à la dure, et c'est désagréable. Et en termes de persévérance, ça tient pas longtemps. Ça tient pas longtemps chez moi en tout cas. Ça doit dépendre des personnalités, mais chez moi, ça tient pas longtemps, effectivement. Ou alors, je peux justement travailler sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui me démotive, ce qui me motive. Et dans ce qui me démotive, c'est essayer de voir comment aménager les choses pour alléger le poids de ces démotivations. Et réellement, après, je me sens en phase avec le choix que je veux faire parce que je vais pas aller contre moi-même. Et du coup, quand on est en phase avec ce qu'on fait, mais quand on est en phase pas simplement intellectuellement, mais aussi au niveau du ressenti, on n'est plus on est moins dans une démarche de je grille toute mon énergie à forcer, il y a quand même moins de risques de dérive de problèmes psychiques, tout simplement, ou de souffrance, exactement, oui. Alors, donc, l'idée, c'est vraiment d'être en accord avec soi-même, et ça, c'est une belle conséquence, en fait. C'est pas juste opérationnel pour pouvoir avancer malgré tout, c'est aussi pour pouvoir avancer avec ce qu'on est, comme on est, et en congruence avec ce qu'on est, avec l'envie d'avancer. Est-ce que tu dirais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu dirais qu'un entrepreneur devrait, avant de se lancer ou dans la phase de lancement de son activité, faire ce travail d'introspection, d'analyse très très honnête sur ses capacités, ses compétences, ses limites psychiques, physiques, pour s'assurer que ses sources de motivation, ses raisons de motivation soient en cohérence avec ce qu'il est?
Alors oui, c'est une super question. Je te remercie. Non, non, mais en fait, je me rends compte que j'ai eu plusieurs parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, je fais de la formation sur la motivation, mais j'ai aussi eu des petites entreprises pour faire des services informatiques auprès de petites entreprises, et puis aussi pour faire des cours de piano. Donc, au début, cette motivation d'entreprendre, bah, je me rendais pas compte. C'est maintenant que quand je fais l'analyse motivationnelle de ces débuts d'entrepreneur, je me rends compte que parmi toutes les motivations que j'avais à l'époque, tous les facteurs de motivation, il y en avait un qui était assez faux en fait. J'explique. Il y a longtemps, quand j'étais étudiant, Je mettrai une petite musique de conte de fées là. voilà. Non, non. Il y a longtemps, quand j'étais étudiant, je travaillais régulièrement avec des autres étudiants pour les projets, et avec 3 autres étudiants, et ces 3 avaient le rêve de monter leur boîte, de faire leur boîte, d'avoir une entreprise, de vivre de ça, et pas d'être dans un système de salariat. Et à force d'être dans ce groupe, forcément quand on est dans un groupe ou quand on veut appartenir à un groupe, on prend les valeurs de ce groupe. Et donc petit à petit, j'ai intégré ces valeurs que, eh bien, monter sa boîte, c'est une bonne chose, ça donne un regard positif sur soi, en tout cas un regard extérieur positif sur soi, et ça peut être un idéal de vie. Bon, j'avais 20 ans, hein. Donc je voyais pas forcément les choses aussi largement que maintenant, ou de façon aussi nuancée. Et donc, ma première entreprise, quelque part, un des facteurs de motivation, c'était ce désir de monter ma boîte parce que, dans ma tête, ça donnait un regard positif sur moi, ça donnait une estime de moi, mais vue des autres, qui était positive, ça me donnait l'impression d'appartenir à un groupe, ça me donnait l'impression d'être important, tout simplement, quoi, dans la société. Et en fait, cette raison était une mauvaise raison. Parce que c'était pas pour moi que je faisais ma boîte. Finalement, c'était pour le regard des autres. Pourquoi? Peut-être pour l'estime de ces étudiants que je ne voyais plus depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Par contre, une analyse motivationnelle qui se fait avant le lancement, ou même pendant le lancement, à tout moment de la vie d'un entrepreneur, permet de détecter finalement ces facteurs de motivation initiaux, qui pouvaient être faux ou qui pouvaient être pour de mauvaises raisons, ou alors qui pouvaient être pour des bonnes raisons à un moment de sa vie, mais qui ne sont plus forcément des bonnes raisons maintenant, et qui sont restées un petit peu inconsciemment et qui vont pousser à faire cette entreprise. Et d'un autre côté, ça permet aussi de voir les très bonnes raisons pour lesquelles on fait une entreprise. Oui, la motivation n'est pas forcément un leurre. Il peut y avoir une vraie raison. Ça peut correspondre à un plaisir, tout simplement. Le plaisir de se sentir exister, il y a des choses qui bougent tout le temps. Le plaisir d'être en contact avec plein de gens. Ça peut être... c'est pas vrai pour toutes les situations d'entreprise, hein, mais ça peut l'être. Voilà. Ça peut être lié à des valeurs. Par exemple... je vais prendre un exemple fictif parce que là, j'ai pas d'exemple réel, mais si quelqu'un a le sens écologique, sent que c'est important de faire attention à son environnement pour le futur, pour nos enfants, pour les autres, tout simplement, il peut avoir envie d'agir concrètement pour ça. Et une façon d'agir concrètement, c'est aussi par l'entreprise, parce qu'avec cette entreprise, il aura des moyens d'action plus grands en termes d'autonomie, en termes de liberté, que s'il était professionnellement salarié, par exemple. Il va pouvoir consacrer finalement tout son temps de travail à cet aspect écologique. Et voilà, et ça peut être une très bonne raison, parce que ça correspond à ses valeurs. C'est pas quelque chose qui va mettre en souffrance, par exemple. Bien sûr. Parce qu'on est cohérent avec soi-même. Est-ce que tu dirais, Noël, que la motivation chez un entrepreneur, elle a forcément un lien avec certaines compétences? Pour faire clair, est-ce que tout le monde est en capacité de définir ses propres motivations? Alors, tout le monde non, certains oui. Globalement, se motiver, c'est plus facile quand on se connaît, quand on connaît son fonctionnement. Donc il y a une démarche d'introspection qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Bon, en fait, introspection, le mot est un peu intimidant, mais c'est juste une observation de soi-même, de bien se comprendre, de comprendre son passé, comprendre son expérience. Donc se comprendre, c'est une bonne compétence pour se motiver. Après, si pour certaines personnes se motiver c'est assez naturel, pour d'autres c'est plutôt la lutte.
Et dans ce cas, c'est intéressant d'acquérir un savoir-faire dans la gestion de sa propre motivation, donc une méthode, des outils, quelque chose de peut-être un peu moins intuitif et naturel que pour ceux pour qui c'est naturel, justement. Je vais donner un exemple. Si je veux apprendre seul à jouer du piano, je peux me mettre simplement sur un clavier, tenter de reproduire ce que j'entends. Je peux aussi aller sur Internet pour chercher des ressources, et ça fonctionne très bien. Je connais de nombreux musiciens qui ont pris cette démarche de façon complètement autodidacte pour faire leur instrument, le piano en l'occurrence. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc si ça ne fonctionne pas naturellement, je peux aussi faire appel temporairement à un professeur de piano qui va m'enseigner pas tout un parcours de répertoire, mais qui va m'enseigner des techniques d'apprentissage de piano. Et une fois que je maîtrise ces techniques, je peux continuer à apprendre seul, j'ai plus besoin du professeur. Et même si cet apprentissage autonome du piano n'était pas initialement dans mes compétences, je peux les acquérir pour ensuite continuer seul. Pour la motivation, pour l'automotivation, c'est pareil. La plupart des gens se débrouillent seuls, ils échangent avec leurs amis quand ils ont besoin de motivation, ou leur famille, ou ils vont chercher sur Internet des ressources, ou ils font partie d'un réseau, ou tout ça. Et puis pour d'autres, il va falloir peut-être passer par un apprentissage temporaire de techniques d'automotivation qui leur permettent ensuite de continuer seuls, enrichis par ces techniques. Donc la motivation, pour ainsi dire, c'est d'abord une connaissance de soi, l'apprentissage de techniques qui sont chez certaines personnes complètement innées et qui peuvent l'être un peu moins chez d'autres personnes. Et puis après, c'est une question d'entraînement, c'est ça que tu nous expliques ? Est-ce que c'est quelque chose qui se nourrit ? Il y a une pratique. Alors oui, c'est sûr, plus on pratique, même seul, Ouais. une analyse motivationnelle, plus on va vite pour les suivantes. Et alors, moi, ce que je trouve dans mon expérience personnelle assez génial, c'est qu'en fait, c'est pas simplement des impacts professionnels, mais aussi personnels. Si, pour des raisons familiales, il est nécessaire, par exemple, que je fasse telle ou telle action, partir en vacances à tel endroit, par exemple, et que spontanément, j'ai pas envie, je peux dire, tant pis, j'y vais à la dure, comme je disais tout à l'heure, et puis ça va se faire. Mais je peux dire aussi, bon, j'ai pas envie, donc je peux faire une analyse motivationnelle. Je m'assois, je prends un papier, je pose ce qui me démotive, ce qui me motive, et je vois dans ce qui me démotive comment je pourrais trouver des aménagements qui me permettent de vivre cette situation de façon beaucoup plus agréable que spontanément sans y réfléchir. À la fin, je me retrouve avec mes motivations initiales, peut-être enrichies parce que je n'aurais trouvé d'autres, et puis avec moins de démotivation qu'au départ, et du coup je suis motivé pour, en l'occurrence c'était un sujet de partir en vacances à tel endroit, à un endroit particulier. Mais ça c'est vrai pour plein de choses de la vie quotidienne. Finalement, quand il y a des choses qui vous empoisonnent, on se pose 10 minutes, on fait une analyse motivationnelle, on trouve ce qu'on peut aménager dans son environnement ou transformer dans son environnement pour que ça soit vécu de façon plus congruente, plus en accord avec soi-même, et puis on y va. Et là, la motivation, elle est vraiment là-dessus. Alors, tu utilises le terme d'analyse motivationnelle. Ouais. Quels sont, toi, les outils de coaching que tu mobilises pour accompagner les dirigeants, les managers qui sont soit en perte de motivation, soit qui ont besoin de retrouver de nouvelles sources de motivation ? Alors, ce que je propose, c'est pas du coaching, c'est vraiment une transmission de savoir-faire, donc c'est plus de la formation sur l'automotivation. Je propose aussi des ateliers ou des séances de conseil pour travailler sur des sujets particuliers quand l'objectif c'est juste de se pencher sur une problématique mais pas forcément d'acquérir le savoir-faire. Alors c'est marrant parce qu'en fait ta question elle est intéressante. Quand tu parles de manager, ça sous-entend qu'il y a des managers. Et là il y a une chose à bien comprendre. Si je forme quelqu'un pour qu'il puisse avoir des techniques de motivation pour motiver quelqu'un d'autre, je pense que ça ne marchera pas très bien. À partir du moment où on sent que quelqu'un d'autre veut nous influencer ou veut que nous soyons motivés, sous-entendu on n'y était pas avant, d'entrée de jeu, il peut y avoir une grosse résistance parce que personne n'aime se sentir manipulé en fait. Donc la motivation, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Non, mais par contre, je peux former des gens, des managers par exemple, ou des enseignants par exemple, pour qu'ils aient conscience de ce qui démotive les autres et qu'ils puissent eux-mêmes être attentifs à un cadre qui va favoriser l'émergence spontanée de la motivation des gens dont ils ont la charge. Un cadre qui va favoriser la motivation. Alors, je pense que le top du top, dans une équipe par exemple, c'est que chacun dans l'équipe soit formé à l'automotivation et du coup que ce soit l'équipe elle-même qui, avec ça, détecte ce qui dans son cadre est démotivant et que l'équipe transforme elle-même ce cadre. Et là, on est vraiment dans une
dans une appropriation motivante et responsabilisante de son environnement de travail, en groupe. Et pour les entrepreneurs individuels, finalement, c'est la même chose. La base de la base, c'est ce savoir-faire en automotivation. On va développer un petit peu ce sujet-là. Est-ce que tu penses que la motivation, c'est quelque chose qui est définitivement individuel chez un entrepreneur ? Est-ce que c'est un sujet personnel ou est-ce que finalement, avec d'autres, une communauté, un réseau peut contribuer à la motivation d'un entrepreneur ? C'est ça. Alors, je pense que d'abord, ça dépend de la personnalité de chacun. Selon la personnalité, il y a des personnes qui vont adorer être en réseau pour être avec des gens, pour échanger, pour pouvoir vivre des choses ensemble. Et puis, il y a des gens qui seront plus à l'aise en relation duel, enfin avec une personne, mais pas avec trop de monde autour d'eux. Puis, il y a des gens qui sont complètement solitaires, quoi. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité par rapport à la pertinence d'une communauté ou d'un réseau. Mais au-delà de la personnalité, je pense, je suis persuadé d'ailleurs, que justement ce réseau, il peut aider à motiver. Donc, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, spontanément, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien faire tout seul les choses dans mon coin. Et une fois que c'est fait, le proposer pas forcément à un groupe de 150 personnes, mais plus à des petits groupes. Donc, au niveau de ma personnalité, je suis plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à pas aller spontanément chercher dans le réseau de l'aide. Voilà. Mais je me rends compte que en ce moment, je suis accompagné parce que je suis un entrepreneur jeune dans cette, entre guillemets, dans cette activité, je suis accompagné tous les mois par quelqu'un qui pose un regard sur ce que j'ai fait, sur l'état actuel des choses, qui ouvre des chemins possibles. Et cette petite entrevue mensuelle, en termes de motivation, ça me rebooste. Assez souvent, j'arrive avec plein de doutes. Après, je repars avec plein de doutes, mais des réponses. Et ça change. Ça change par rapport à l'envie d'avancer, l'envie de continuer ou la difficulté d'avancer. Et donc réellement pour moi, dont la personnalité est « je me débrouille tout seul », je me rends compte que l'apport d'un réseau, l'apport d'une communauté d'entrepreneurs, ou dans le cadre d'un coworking par exemple, est extrêmement motivant. Et c'est pas juste la motivation comme un feu de paille, c'est-à-dire ouais, c'était bien d'être ensemble et tout ça, et maintenant je me retrouve tout seul avec mes problèmes. Non, c'est vraiment... C'est le regard de quelqu'un d'autre, de professionnel, qui ouvre des chemins là où j'en vois pas et qui relance la motivation. Donc oui, la communauté, oui, le réseau participe à l'entretien de cette motivation. Même si on est à la base un entrepreneur qui a plutôt besoin de travailler son sujet dans son coin, c'est toujours intéressant de le confronter et de confronter sa motivation finalement à d'autres entrepreneurs ou d'autres professionnels plus généralement. Oui. Est-ce que tu arrives, toi, au fil de tes expériences, à identifier des sources de motivation qui puissent être communes à une majorité d'entrepreneurs ? Oui. Il y a des sources de motivation qui sont à peu près universelles. Alors, c'est pas moi qui les ai trouvées, c'est des théories de la motivation. Par exemple, quand on agit, j'en parlais tout à l'heure, quand on agit en étant fondamentalement d'accord avec nos actions, ça motive. Il y a une question d'autonomie, de liberté d'action. Quand on ressent une maîtrise sur ce qu'on fait ou une progression du sentiment de compétence dans ce qu'on fait, ça motive. Typiquement, quand on est entrepreneur, on n'arrête pas d'apprendre, en tout cas dans les premières années. On maîtrise son métier éventuellement technique, mais on ne maîtrise pas nécessairement le métier d'entrepreneur quand on commence à être entrepreneur. Donc là, il y a aussi un sentiment de progression de maîtrise qui se fait et qui est à peu près universel. Lorsqu'on est en lien avec des personnes à propos de qui on peut dire je peux compter sur toi ou je peux compter pour toi, je compte sur toi, je compte pour toi, ça motive. Pas pour tout le monde, mais c'est quasiment universel. Lorsqu'on trouve du sens et du plaisir à ce qu'on fait, ça motive. Les deux, le sens et le plaisir. Si on n'a que le sens, c'est très bien, c'est un petit peu plus difficile. Si on n'a que le plaisir, c'est très bien aussi, ça marche. Sauf que le plaisir, ça disparaît au bout de quelques années, parce que voilà, c'est comme... ça c'est vraiment un truc humain, en fait. Ça dure ce que ça dure, mais c'est pas éternel. Et après, si le plaisir diminue, il faut quand même pouvoir s'appuyer sur du sens pour persévérer.
Donc si on est sur un projet d'entreprise à court terme, quelques années, 4-5 ans, on peut se baser que sur une motivation de l'ordre de l'intérêt et le plaisir. Si on a une vision un petit peu plus long terme, parce qu'on a envie d'y passer 10 ans, 15 ans, faut vraiment trouver du sens à ce qu'on fait. Du sens, c'est-à-dire une adéquation entre l'agir quotidien et les valeurs qu'on a. Alors ça peut être du sens dans l'objectif de l'entreprise, mais ça peut être aussi du sens dans la façon dont on est en relation avec les différents partenaires, les acteurs finalement du fonctionnement de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai que la plupart des activités entrepreneuriales sont assez répétitives finalement. Et la motivation et la répétition des activités clés de l'entreprise, est-ce que ça fait bon ménage ? Ah, mais ça dépend des personnalités aussi. Ouais. Alors, très clairement, il y a des personnalités qui vont être à l'aise et vont rechercher alors répétitivité, je ne sais pas, mais une certaine sécurité dans les actions qui sont répétitives, oui, c'est vrai. Et, c'est rassurant. Bah, quelque part, c'est une bonne base pour pouvoir effectivement après prendre des risques sur d'autres domaines. Oui, oui, clairement. Ça donne une impression d'un cadre. De stabilité, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes où, non, au contraire, il faut que ça change tout le temps. Et donc, la répétitivité, pour le coup, va être un poids, clairement. Dans ce cas-là, faut déléguer. Alors, une façon de déléguer, tiens. On est dans une pépinière d'entreprise. Oui. Je fais de la pub, mais en fait, c'était pas du tout prémédité. Mais l'avantage énorme d'une pépinière d'entreprise, c'est que les tâches hyper répétitives, comme le traitement de la facturation, comme le traitement de la compta, en fait, c'est délégué. Voilà. Et donc, si c'est quelque chose qui ne nous convient pas, bien sûr, parce que ça peut être trop compliqué, mais si ça ne nous convient pas parce que c'est trop répétitif, il ne faut pas rester tout seul. Oui. Il faut choisir le mode de fonctionnement qui correspond aussi à sa personnalité. Exactement. Et à ses freins et à ses sources de motivation. Ouais. En définitive, j'ai parlé de choses un peu universelles. Il y a d'autres sources de motivation qui sont plus pertinentes pour tel et tel type de personnalité. Et puis, ça peut être aussi quelque chose de très individuel, parce que même s'il y a des tendances statistiques, en définitive, chacun est unique, et chacun a ses propres sources de motivation. Et justement, est-ce que tu penses, à titre individuel, que la motivation est une notion qui peut évoluer, changer au fil du temps, au fil de la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur ? Alors oui, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, la motivation change. Chaque jour qui passe, chaque événement, chaque décision transforme l'environnement. Et en retour, ça transforme aussi sa propre motivation. On est capable tout seul de se créer finalement un cadre qui va nous démotiver, quoi, avec le temps. Oh, complètement. Donc, quand on sent qu'on n'est plus vraiment à ce qu'on fait, ça vaut le coup de réévaluer cette motivation pour nous auto-remotiver. Et ça peut entraîner en retour des changements dans notre environnement. Un peu plus tôt dans cet épisode, j'ai évoqué la notion d'auto-sabotage. Est-ce que tu penses vraiment qu'un entrepreneur peut être enclin à se démotiver par peur de réussir ? C'est un sujet que j'ai abordé dans un épisode précédent, d'entrepreneurs qui ne trouvent pas de motivation, mais qui quelque part se complaisent dans la non-réussite de leur activité par peur justement de réussir. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que ça peut être effectivement, ça croise des compétences de motivation avec des compétences techniques, c'est-à-dire j'arrive à réussir ou pas, et ça croise aussi avec des états psychologiques. Enfin, le passé d'une personne peut parfaitement l'avoir, entre guillemets, formaté, même si c'est un formatage temporaire, l'avoir formaté pour ne pas avoir le droit de réussir. Pour 10 000 raisons dans l'histoire psychologique des uns et des autres. Mais c'est pas forcément un obstacle, dans le sens où à partir du moment où c'est décodé, eh bien, si c'est une difficulté psychologique, ça vaut le coup de se faire aider par un pro de la santé. Si c'est des difficultés techniques, parce que c'est possible de se lancer sur des choses où finalement on n'est pas compétent complètement. On peut se former ou on peut déléguer à des gens qui savent. Enfin, déléguer au sens, c'est pas forcément avoir des salariés dans son entreprise, ça peut être aussi travailler en partenariat avec un prestataire.
Alors je dis pas que l'auto-sabotage c'est pas bien, parce que effectivement c'est une réalité pour certaines personnes, et ben voilà, faut partir de la réalité. Et ce qui est important, je crois, c'est de bien comprendre non seulement la notion d'auto-sabotage, mais le pourquoi des choses. Et à partir du moment où on a un pourquoi, ben, on commence à avoir des moyens d'action dessus. Après, c'est lié à la liberté de chacun. Peut-être que certains vont dire, bon ben, je comprends le pourquoi, j'ai des moyens d'action et je vais essayer de changer. Et puis d'autres vont pouvoir se dire, bah, je comprends pourquoi, j'ai des moyens d'action, mais si je change ma vie, ça va me faire encore plus peur. Finalement, l'auto-sabotage, ça peut être aussi un moyen de se préserver. Un moyen de se préserver. Ouais, je confirme, j'ai déjà rencontré finalement pas mal d'entrepreneurs qui ne réussissaient pas. Et quand on analysait l'activité, on se disait mais je comprends pas, tout est fait pour que l'activité fonctionne correctement. Et en creusant un peu, effectivement, il y avait cette notion d'auto-sabotage parce que la personne ne se sentait pas capable en fait d'affronter une activité qui grandit, le recrutement de salariés, la recherche de locaux supplémentaires. Ça peut faire effectivement peur de réussir et inconsciemment, on peut s'auto-saboter pour ne pas aller trop vite dans l'expansion de son entreprise ou même dans la réussite toute simple de son activité. Et pourquoi pas, s'il s'agit de ne pas croître par exemple, on peut être effectivement à l'aise dans une petite entreprise. Peut-être, même si elle grandit, même si on a 3-4 personnes avec soi, on peut se sentir à l'aise avec ça et on n'est pas obligé d'avoir une croissance permanente. Alors ça, c'est vrai. Et puis, de temps en temps aussi, l'auto-sabotage, il vient du fait qu'on veut contrôler tout. C'est-à-dire, on veut être à la fois... Je ne sais pas si vous avez vu la pub pour Yonos. À un moment donné, il y a un restaurateur qui fait ses propres plats, mais avec ses propres couteaux qu'il a forgés lui-même, au feu d'un volcan qu'il a créé lui-même. Enfin, c'était un truc complètement délirant, mais qui mettait bien l'accent sur le fait que de nouveaux entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui ne sont pas partis sur une notion au départ de travail à plusieurs, en équipe et tout ça, ont... Mais je parle pour moi aussi, en tout cas dans le passé, j'avais le besoin de me prouver, le désir de toute puissance. Et c'est une bonne chose, parce que ça permet d'affirmer l'image de soi, l'estime de soi. Et en même temps, c'est un piège. C'est extrêmement épuisant. Déjà, oui. Mais c'est un piège parce que précisément, on ne peut pas aller au-delà d'être tout seul. Et donc, forcément, ça... Si on veut que l'entreprise... Parce que sa raison d'être est bonne. Si on veut que l'entreprise s'étende ou croisse, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe dans sa tête. Encore une fois, c'est l'introspection qui va permettre de dégager des solutions. Merci Noël, je trouve le sujet extrêmement intéressant et je suis certaine que ça va intéresser les auditeurs de ce podcast parce que la motivation reste le point de départ d'une activité, du souhait déjà d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui me motive pour changer de vie, parce que être entrepreneur, c'est radicalement changer de vie et entreprendre sa vie finalement, au sens large. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet ? On a tout dit alors. On a tout dit. C'est parfait. Je te remercie Noël pour cet échange. Merci. À très vite.